À Miami, on trouve les corps d'un joueur de football et d'une de ses amies battues à mort. Les enquêteurs doivent ajuster ensemble des fragments d'indices pour réunir la preuve qui mènera au meurtrier. On découvre le corps d'un homme abattu dans son salon. Sans suspect apparent, les enquêteurs se tournent vers les personnes les plus proches de la victime et découvrent un secret étonnant. Quand les meurtriers sont motivés par la jalousie et l'envie, ils laissent des traces de leur rage sur la scène du crime et dans leur façon de brouiller les pistes. La criminalistique permet de mettre le doigt sur la moindre erreur. Ainsi, les enquêteurs peuvent résoudre ces crimes passionnels. Avec ses nuits torrides et ses chaudes journées, la ville de Miami Beach est l'endroit rêvé pour vivre une aventure amoureuse. Mais quand la passion n'est pas partagée, la jalousie et la rage peuvent mener au meurtre. Le 16 avril 1996, l'étudiant Darren Thomas de l'Université de Miami rentrait à l'appartement qu'il partageait avec Marlene Barnes, un joueur de football étoile. Thomas s'aperçut que les pneus de sa Jeep étaient à plat. Il venait tout juste de la prêter à son colocataire. Cela le mit en colère et il entendait demander des comptes à Marlene. Mais en entrant, il fut terrifié de voir Barnes gisant sur le sol dans une mare de sang. Il courut à l'appartement voisin pour appeler la police. Un patrouilleur et des ambulanciers furent immédiatement dépêchés sur place. Les ambulanciers entrèrent les premiers. Marlene Barnes gisait inerte par terre. Il avait reçu de violents coups à la tête et au visage. On le déclara mort. Dans la chambre, le policier trouva une autre victime. Une jeune femme battue violemment elle aussi. Malgré les efforts des ambulanciers pour la ranimer, ses signes vitaux déclinaient. Il fallait la conduire à un hôpital de toute urgence. Des techniciens en scène de crime arrivèrent sur les lieux et fouillèrent minutieusement l'appartement. Étrangement, rien n'avait été déplacé. Le vol ne semblait donc pas avoir été le mobile de cette attaque. Les enquêteurs trouvèrent des éclats de bois et de métal près de la porte d'entrée. Les éclats de bois ne semblaient pas provenir des meubles de l'appartement. Ils provenaient peut-être de l'arme du crime. Les experts trouvèrent également des fragments de dents et d'os. C'était le signe que l'attaque avait été particulièrement féroce. Les enquêteurs interrogèrent ensuite Darren Thomas. Celui-ci identifia la jeune femme. Elle s'appelait Timwanika Lumpkins et avait 22 ans. Malheureusement, elle ne survivrait pas à ses blessures.
Barnes avait emprunté la Jeep de son ami pour aller à une fête dans une boîte de nuit de Miami. Darren Thomas ne connaissait personne qui aurait pu vouloir s'en prendre à Marlin Barnes et à Timonica Lumpkins. Au service de police de Miami-Dade, le détective Thomas Romani fut assigné à cette enquête. Dès qu'il eut évalué la scène, Romani sut que les victimes avaient été surprises par leur assaillant. Nous avons pu établir que l'attaque avait été faite avec un objet contondant lourd et qu'elle avait eu lieu devant la porte d'entrée et s'était poursuivie dans l'appartement. La majeure partie des blessures de Barnes lui avaient été infligées alors qu'il gisait au sol. On autopsia les victimes à Dade County. L'examen révéla qu'elles étaient mortes des suites de blessures infligées avec un objet contondant. Marlene et Timonica avaient été frappées avec une telle force que l'arme du crime avait laissé des empreintes sur leur corps. Le médecin légiste Sam Goleno nota les caractéristiques des blessures des victimes. Les blessures de Marlene se trouvaient principalement sur son visage. Certaines étaient en forme de T ou de L et certaines avaient un pourtour inhabituel, ce qui m'a poussé à penser qu'elles avaient été infligées avec une arme en particulier. Il y avait également des blessures sur Timonica, mais elles étaient moins profondes et différentes, ce qui pouvait laisser croire qu'une autre arme avait été utilisée, ou alors une autre partie du même objet contondant. Peut-être l'arme s'était-elle modifiée ou brisée entre le moment où elle et lui avaient été assaillis. Mais la vraie question sans réponse dans les deux cas, c'était le type d'arme utilisée. De quoi pouvait-il s'agir? La tâche d'identifier l'arme du crime incombait au laboratoire judiciaire de Miami-Dade County. Thomas Quirk est un expert en armes à feu et en outils. Il étudia les indices prélevés sur la scène du crime. En examinant les éclats de bois, je me suis dit qu'ils semblaient provenir du feu d'un fusil. C'est la partie qu'on tient généralement de la main gauche quand on tire avec un fusil. La brutalité des crimes laissait croire que le meurtrier connaissait ses victimes. Le lendemain, la nouvelle de la tragédie du campus ébranla la ville. Les détectives devaient trouver des pistes pour identifier un suspect. Ils rencontrèrent les amis des victimes et les coéquipiers du jeune footballeur. Barnes et Timonica étaient très appréciés de leur père. Les autres joueurs nous ont dit qu'ils avaient vu Barnes et Timonica à quelques reprises ensemble. Mais les joueurs ne connaissaient pas la nature exacte de leur relation. Timonica et Marlon Barnes étaient amis depuis l'école secondaire. La police de Miami-Dade découvrit également que Timonica avait un ex-petit ami, un rappeur du nom de LeBron Dennis. LeBron Dennis était connu sur la scène locale de Miami. Il avait produit des vidéos de rap. De fait, c'était comme rappeur qu'il avait rencontré Timonica. Les policiers étaient impatients d'interroger ce LeBron Dennis, et ils n'auraient pas à attendre très longtemps. Le lendemain du double meurtre, Dennis se présenta au poste de police accompagné d'un ami. Le détective Romani fut intrigué par Dennis. Quand je l'ai rencontré, il n'avait pas l'allure de ces chanteurs de rap de type gangster, et j'ai laissé vite tomber cette piste. LeBron était très calme. Il était curieux de ce qui s'était passé. Il m'a dit qu'il n'avait aucune information sur cette affaire. Je lui ai demandé s'il avait eu des problèmes au moment où il fréquentait Timonica et pourquoi ils s'étaient séparés. Il m'a expliqué qu'il ne connaissait pas Marlon Barnes personnellement. Dennis et Timonica s'étaient fréquentés pendant 5 ans.
Ils s'étaient séparés et avaient repris à quelques reprises au cours de cette relation de 5 ans. Mais selon Dennis, la situation s'était améliorée entre eux. Ils étaient sur la voie de la réconciliation. Dennis déclara que la nuit du double homicide, il dormait chez sa sœur. Même s'il ne semblait pas être suspect, le détective Romani avait des doutes à son sujet. Quand on m'a dit que la Brand Dennis était venue au service des homicides pour me parler, je n'ai pas été surpris, mais je me méfiais de lui. Je trouvais étrange qu'il soit aussi avenant et veuille autant nous aider. Mais il semblait bien qu'il souhaitait réellement nous venir en aide. Les enquêteurs de Miami-Dade se rendirent ensuite chez Dennis. Il se montra coopératif. Les policiers fouillèrent sa maison. Ils étaient à la recherche de tout objet qui aurait pu être relié au crime. Mais ils ne trouvèrent rien. Les détectives demandèrent ensuite à Dennis de leur remettre les vêtements qu'il portait la veille. Ils voulaient les examiner pour y trouver éventuellement des traces de sang, des cheveux et des micro-indices. On ne trouva cependant rien. Les experts fouillèrent également la voiture de Dennis après l'avoir photographiée. Mais une fois encore, rien ne semblait suspect. Malgré l'absence d'indices, on ne pouvait toutefois pas encore rayer son nom de la liste des suspects. Les détectives devraient élargir leur rayon de recherche pour résoudre ce double homicide, et ils devraient trouver des preuves concrètes pour traduire le meurtrier en justice. Les détectives étaient aux prises avec l'enquête du brutal double homicide du joueur de football Marlin Barnes et de son ami Timonica Lampkins. Ils croyaient que l'ex-petite amie de celle-ci, la Brand Dennis, était peut-être un suspect, mais on n'avait trouvé aucune preuve de son implication. Les enquêteurs se rendirent dans le quartier de la boîte de nuit où l'on avait vu les victimes pour la dernière fois. Dans une station-service ouverte jour et nuit, la caissière déclara avoir aperçu un homme suspect portant un chandail à capuchon qui marchait de long en large en surveillant la boîte de nuit de l'autre côté de la rue. Cela s'était produit au moment où Barnes et Timonica se trouvaient à l'intérieur. Inquiète, la caissière avait alors appelé la police. Mais quand les agents étaient arrivés, l'homme était monté à bord de sa voiture et était parti. Elle n'avait pas pu voir son visage. Elle donnait une description très précise de sa voiture. Elle se souvenait du moindre détail, notamment de la marque et du modèle, du fait que les vitres étaient teintées et qu'il n'y avait pas de plaque d'immatriculation à l'arrière du véhicule. Les enquêteurs montrèrent alors à cette femme des photos de la voiture de la Brand Dennis. Ce n'était pas celle qu'elle avait vue. Elle fut formelle sur ce point. Les policiers devaient retrouver cette voiture et l'individu qui la conduisait. Ils examinèrent encore plus attentivement le passé de Timonica pour tenter de trouver quelqu'un qui aurait pu vouloir s'en prendre à elle. Ils interrogèrent plusieurs de ses amis. Le détective Thomas Romani découvrit alors que la relation entre Timonica et la Brand Dennis avait été violente et qu'il l'avait souvent suivie et épiée. Ce n'était pas du tout la description qu'avait faite Dennis de leur relation. En parlant à plusieurs de leurs amis et connaissances, on a appris que Timonica et la Brand Dennis s'étaient disputés plus tôt au cours de la semaine et qu'elle l'avait alors quitté définitivement. Il y avait donc eu cette rupture violente et cette querelle entre eux. Dennis avait déclaré qu'il dormait chez sa sœur au moment des meurtres. Les détectives n'étaient plus aussi sûrs que c'était vrai. Ils obtinrent les relevés téléphoniques du suspect. Dans la matinée précédant les meurtres, il avait appelé un certain Stuart Dillard. Les enquêteurs voulaient interroger cet homme au plus vite. On a rencontré Stuart. Il était extrêmement nerveux.
Il avait entendu parler des meurtres aux nouvelles et il avait fait le lien entre cette affaire et le fait qu'il avait prêté son fusil tronçonné à la Brant Dennis. Il se demandait si son arme n'avait pas servi à commettre un crime. Stuart Dillard déclara que le 14 avril, le lendemain des meurtres, Dennis l'avait appelé de nouveau pour lui dire où il pourrait récupérer son fusil ainsi que son sac. À l'intérieur, Stewart avait trouvé un couteau qui ne lui appartenait pas et des vêtements. En examinant son fusil, Stewart avait remarqué que le fût n'était plus là. Il a alors eu très peur de ce qui avait pu se produire. En pensant à tout cela, il s'est dit qu'il serait sans doute jugé coupable, ou du moins complice dans cette affaire. Stewart déclara aux enquêteurs qu'il s'était débarrassé des vêtements dans une benne à ordures et qu'il avait jeté le couteau et le fusil dans un égout pluvial. Il n'avait conservé que le sac. Les enquêteurs en prirent possession. Ils espéraient qu'il contenait encore une preuve de la culpabilité de la Brant Dennis. Quand on a commencé à parler à Stewart, on était sceptique sur ce qu'il racontait, car il reconnaissait avoir prêté l'arme présumée du meurtre à la Brant Dennis. On a donc fait enquête sur ses déclarations pour s'assurer qu'il disait la vérité, à savoir qu'il avait prêté son arme à feu à la Brant Dennis sans connaître ses intentions meurtrières. Des policiers se rendirent à l'égout pluvial et y trouvèrent les armes, exactement comme le leur avait dit Stewart. Ils récupérèrent le couteau et le fusil. On plaça les armes dans des sacs spéciaux en vue de les faire analyser. Avec ces nouveaux indices, l'enquête sur la Brant Dennis était devenue plus serrée. Les policiers interrogèrent quelques-unes de ses connaissances, notamment Jamie Meyer, une ex-petite amie. Celle-ci admit qu'elle avait fréquemment prêté sa voiture à Dennis. Or, cette voiture ressemblait au véhicule suspect aperçu dans la nuit du double homicide. Un agent la photographia. Il n'y avait pas de plaque d'immatriculation à l'arrière, exactement comme l'avait dit la caissière de la station-service. Les enquêteurs retournèrent interroger cette dernière. On lui a montré les photos de la voiture de l'amie de Dennis. Elle l'a identifiée formellement en disant que c'était bien la voiture qu'elle avait aperçue ce soir-là. Les policiers venaient d'établir un lien entre la Brant Dennis et cette voiture. Mais il s'agissait là de preuves indirectes. Pour démontrer qu'il avait commis les meurtres, on devrait faire appel à la criminalistique. Les enquêteurs fondaient tous leurs espoirs sur le sac utilisé pour le transport des armes. L'expert Toby Wolson examina le sac apporté par Stewart, l'ami de Dennis. Wolson trouva ce qui semblait être des gouttelettes de sang séchées à l'intérieur. On m'a demandé d'extraire l'ADN des échantillons provenant du sac. J'ai pratiqué ces analyses et comparé mes échantillons au sang des victimes et du suspect. Wolson constata que le sang dans le sac provenait de l'une des victimes. Le profil génétique tiré du sang dans le sac était identique à celui de Marlon Barnes. Les deux échantillons provenaient donc de Marlon Barnes. Jusque-là, rien ne démontrait formellement que la Brant Dennis, l'ex-petite amie de la jeune femme, était l'auteur de ce brutal double meurtre.
L'expert Thomas Kirk de Miami-Dade County examina les pneus de la Jeep qu'avait conduite Barnes le soir précédant sa mort. J'ai remarqué que ce pneu avait une étrange marque en forme de V. Quand j'ai reçu le couteau, je l'ai examiné et j'ai constaté que le bout de la lame était plié et que celle-ci était émoussée. Si ce couteau avait servi à faire cette marque, il fallait que je perce le pneu à mon tour avec ce même couteau afin de voir si je pouvais reproduire ces marques en forme de V. Kirk analysa ensuite ces coupures et les compara à celles qui avaient été faites le soir du crime. Il constata que les marques étaient identiques et en conclut que l'arme de Dennis avait bel et bien servi à percer les pneus de la voiture des victimes. Kirk examina également le fusil trouvé dans l'égout pluvial. Il compara ensuite les éclats de bois recueillis sur la scène du crime à ce qui restait du fût de bois du fusil. On prend chacune des pièces, on les examine, on note la façon dont les morceaux se sont cassés, les inscriptions du manufacturier et on met tout cela ensemble pour faire un morceau complet. En faisant cela, on a constaté que les éclats de bois s'ajustaient parfaitement au fusil. Tout portait à croire que ce fusil avait servi à frapper les deux victimes jusqu'à les tuer. En plus des éclats de bois, les experts avaient recueilli des morceaux de métal sur la scène du crime. C'est l'expert George Borghi qui les examina. Au moment où on avait trouvé ces morceaux de métal, on en ignorait l'origine. Quand on a trouvé le fusil et qu'on a assemblé tous les morceaux, il est devenu évident qu'ils provenaient du pontet de l'arme. Les deux morceaux de métal semblaient constituer le pontet lui-même. Mais pour prouver que les morceaux de métal provenaient bien de cette arme, il faudrait plus que quelques éléments qui semblaient plus ou moins s'ajuster ensemble. La structure moléculaire et atomique des particules de métal lui donne une texture particulière. Non seulement compare-t-on les bouts des sections de métal pour démontrer qu'ils s'ajustent parfaitement, mais on les examine sous tous leurs angles. Dans ce cas-ci, la cassure était tridimensionnelle. En plus des bouts qui s'ajustaient, les surfaces semblaient aussi s'ajuster parfaitement. Autrement dit, les contours d'une pièce s'emboîtaient aux contours de la pièce voisine sur le fusil. Par conséquent, la combinaison de toutes ces caractéristiques nous obligeait à conclure que toutes les pièces du pontet provenaient incontestablement de cette arme. Avec ces preuves, les enquêteurs avaient probablement la cause bien en main. Ils inculpèrent LaBrant Dennis des meurtres de Timuanica Lumpkins et Marlene Barnes. Pour démontrer sa culpabilité, on devait maintenant trouver une preuve irréfutable. Les enquêteurs se tournèrent à nouveau vers le médecin légiste Sam Golino. Celui-ci avait déjà remarqué que les blessures sur les victimes étaient en forme de L et de T. Golino compara les indices au diagramme des blessures des victimes. On a comparé le fusil sous tous les angles possibles aux blessures et découvert comment cette arme avait servi à infliger toutes ces blessures sur les corps des deux victimes. J'ai pu en conclure que ce fusil avait servi à battre à mort Marlene Barnes et Timuanica Lumpkins. LaBrant Dennis continua à proclamer son innocence malgré les indices qui l'incriminaient. Mais les enquêteurs de Miami-Dade avaient amassé beaucoup de preuves pour démontrer sa culpabilité. Tout avait commencé avec une banale histoire de jalousie. Par les preuves, on a pu établir au cours de cette enquête que LaBrant Dennis était en colère quand il a découvert que Timuanica Lumpkins
avait rencontré Marlin Barnes à l'occasion de cette fête, où étaient conviés plusieurs joueurs de football de la Ligue nationale et collégiale. Les enquêteurs croient que LaBrant Dennis a suivi les victimes jusqu'à l'appartement de Marlin Barnes. Quand Barnes a ouvert la porte, Dennis l'a frappé au visage. Et quand Dennis en a eu fini avec Barnes, il a attaqué Timonica. LaBrant Dennis a été reconnu coupable de 2 homicides au premier degré. On l'a condamné à la prison à vie. La nature violente de la relation entre LaBrant Dennis et Timonica Lumpkins a poussé les policiers à faire enquête sur lui et leur a permis de résoudre ce crime. Ils ont eu la chance de disposer d'un suspect dès le début. Fresno, en Californie, est une ville paisible située près de 3 parcs nationaux. Le vendredi 18 février 2000, Nancy et Ralph Gower faisaient des plans pour le week-end. Nancy devait se rendre en voiture à leur maison de campagne ce soir-là. Ralph, qui était vendeur de voitures, devait travailler le lendemain matin et il avait prévu la rejoindre le samedi après-midi. Les Gower étaient mariés depuis 12 ans. Ce soir-là, Nancy se rendit seule à leur maison de campagne. Le lendemain matin, Ralph ne se présenta pas au travail. Sa patronne, inquiète, se rendit chez lui pour s'enquérir de son état. En regardant par une fenêtre, elle le vit gisant par terre. Prise de panique, elle tenta d'attirer son attention, mais il ne broncha pas. Elle appela le service d'urgence. Les détectives Darrell Green et Al Murrieta de la police de Fresno répondirent à l'appel. Une équipe d'urgence avait déjà forcé la porte de la maison et on avait constaté le décès de l'homme. Il y avait 2 blessures de projectiles sur sa poitrine au côté droit, mais aucune douille. Autour du corps, tout était étonnamment propre. Les détectives remarquèrent toutefois une petite tache de sang à côté du canapé. Elle avait sans doute échappé au meurtrier. Les meubles semblaient avoir été déplacés. Ce qui nous a tout de suite frappé, c'est le fait que le canapé avait été déplacé et que la scène du crime était très propre. Cela indiquait que le meurtrier avait nettoyé les lieux et déplacé des meubles après avoir abattu la victime. Les techniciens prirent des photos et appliquèrent méticuleusement de la poudre pour prélever des empreintes. Des objets cassés sur la table à café laissaient présumer qu'il y avait eu une bagarre. Dans le vestibule, les enquêteurs trouvèrent un sac de gym. Il contenait un revolver chargé. Les détectives se mirent à la recherche d'endroits par où le meurtrier aurait pu entrer. Il n'y en avait aucun. Le mécanisme d'ouverture automatique de la porte du garage avait été désactivé. La porte pouvait ainsi être ouverte manuellement.
Les détectives trouvèrent d'autres armes dans le garage. Ces armes à feu, de même que le revolver trouvé dans la maison, furent envoyées au laboratoire des tests balistiques pour analyse. Le détective Murrieta devait maintenant contacter la femme de la victime. Je me posais diverses questions. D'abord, où était-elle au moment du meurtre? Qui pourrait corroborer son alibi? Et l'autre question importante à laquelle je devais obtenir une réponse, c'était qui d'autre qu'eux avait la clé de cette maison? Pendant que la police de Fresno poursuivait son enquête, on procéda à l'autopsie du corps de Ralph Gower. Le médecin légiste fit d'étonnantes découvertes. Vinu Gopal attribua la mort de la victime aux 2 projectiles trouvés dans sa poitrine. Mais il y avait autre chose. Lors de l'autopsie, j'ai trouvé des traces de coups portés avec un objet contondant, en plus des blessures de projectiles à la poitrine, de même que des blessures au poignet. Ces blessures indiquaient qu'on l'avait menotté. Il semblait que Ralph Gower avait été menotté à un meuble avant d'être abattu. Les menottes avaient donc causé ces blessures, et le corps de la victime avait été retrouvé sur le dos. Cela poussait à croire que c'était un assassinat qui avait pris l'allure d'une exécution. Les policiers contactèrent Nancy Gower et l'informèrent de la mort de son mari. Elle parut ébranlée et coopéra avec les enquêteurs. La dernière fois qu'elle avait vu son mari, c'était la veille au soir, juste avant de partir pour la maison de campagne. Elle s'attendait à ce que Ralph vienne la rejoindre après son travail, mais il n'était pas venu. Le détective Green chercha ensuite à savoir où en était leur couple. On a découvert que c'était un couple ordinaire, comme n'importe quel couple américain. En interrogeant les collègues de travail de Nancy et Ralph, on a appris qu'ils étaient très appréciés et que tous deux semblaient encore très amoureux. Tous les mobiles possibles de cet homicide ont été démolis les uns après les autres, y compris les problèmes financiers qu'ils auraient pu avoir, les problèmes au travail. Aucune des hypothèses ne tenait la route. Les armes trouvées sur la scène du crime avaient été envoyées au laboratoire balistique de Fresno pour analyse. L'expert Iqbal Sikhan procéda à des tirs d'essai. Il compara ensuite les projectiles obtenus à ceux recueillis sur la victime. Il n'y avait pas de concordance entre eux. Mais certaines caractéristiques des projectiles meurtriers fournirent à Sikhan son premier indice sur l'identité de l'auteur du crime. Celui-ci avait utilisé une arme à feu de calibre 40. Les jours passaient et les enquêteurs n'avaient pas encore trouvé de mobile ni de suspect pour ce crime. Il n'y avait plus qu'une personne vers qui se tourner. Notre seule option, c'était de fouiller la vie de Nancy le plus possible et lui demander de se soumettre au test du détecteur de mensonges pour valider certaines de ses déclarations. Nancy Gower s'était montrée coopérative depuis le début de l'enquête sur le meurtre de son mari. Mais les enquêteurs croyaient qu'elle leur cachait peut-être quelque chose. À Fresno, en Californie, la police enquêtait sur le meurtre du vendeur de voitures de luxe Ralph Gower. Sans aucune piste sérieuse à suivre, les enquêteurs demandèrent à Nancy, la femme de la victime, de se soumettre au détecteur de mensonges.
Elle accepta. Mais au moment où le test commençait, elle refusa de répondre aux questions. Elle demanda à parler aux enquêteurs. Elle fit alors un aveu étonnant au détective Green. Nancy nous a alors dit, et cette nouvelle a eu l'effet d'une bombe, qu'elle avait eu une liaison avec un de nos policiers. Et avant de travailler pour notre service, ce policier était un pasteur à temps plein. De fait, il était aumônier au service de police de Fresno. Il faisait partie des nôtres. Il s'appelait Paul Hurt. Nancy déclara au détective que Hurt et elle s'étaient fréquentés pendant plusieurs mois, mais qu'elle avait rompu quelque temps auparavant. Hurt n'acceptait pas cette rupture et il l'appelait encore régulièrement. Les enquêteurs comptaient peut-être un meurtrier parmi leurs rangs. Après avoir annoncé cette nouvelle aux policiers, Nancy se soumit au détecteur de mensonges et réussit son examen. On forma un comité interne pour mener cette enquête. On savait qu'on devait faire vite avec ce cas. Quand on soupçonne un policier et qu'il poursuit son travail, il faut procéder très rapidement. On vérifia la feuille de présence des employés le soir du meurtre de Ralph. Selon cette feuille, l'agent Hurt et son collègue étaient de service à ce moment-là. Mais lorsque les enquêteurs interrogèrent le collègue de Hurt, il déclara qu'il n'avait pas travaillé ce soir-là et qu'il n'avait pas apposé ses initiales sur la feuille de présence. Ainsi donc, l'agent Hurt tentait de brouiller les pistes. On le convoqua pour un interrogatoire. Sergeant Green with homicide. This is Detective Marietta. I want to talk to you about the death of Ralph Gower, occurred about a week ago. Actually, I was expecting a call from him. Really? Hey, look, I didn't do anything. Hurt ne cacha pas son aventure amoureuse, mais il nia être impliqué dans ce crime. I may have broke some police rules, but again, I didn't murder anybody. Okay, well, that's kind of what we thought. We were wondering if maybe you couldn't fill us in a little bit. Were you working February 18th? Yes. Oh, you were? Yes. Yeah, I was on patrol at a college campus. Il déclara que le 18, il patrouillait sur le campus d'un collège. On lui demanda alors ce que faisait son collègue. So he was working? No, I signed him in, but he wasn't there. Oh, he didn't show up? Or? I signed him in, but he didn't show up. Okay. Quand les enquêteurs demandèrent à Hurt de fouiller sa maison et son casier au poste de police, celui-ci accepta. Okay, good. Let's go down to let's go out this way and take a look at. On saisit son équipement de même que son uniforme. Chez lui, on trouva son arme de service. C'était un Beretta de calibre 40, soit le même calibre que celui de l'arme qui avait tué Ralph Gower. L'expert Iqbal Sikon compara les projectiles tirés avec l'arme de l'agent Hurt à celui qui avait tué Ralph Gower. Il examina d'abord les caractéristiques du modèle de ces projectiles, notamment le calibre, le sens des rayures et des cloisons sur les balles. Les résultats étaient formels. Les projectiles qui avaient tué la victime provenaient de l'arme de service de Paul Hurt. Le policier fut arrêté pour le meurtre de Ralph Gower.
Quand il apprit les résultats des analyses, il modifia sa version des faits. Il déclara qu'il était allé chez les Gower avec l'intention de s'excuser auprès de Ralph pour avoir eu une aventure avec sa femme. Mais quand il lui avait appris cette liaison, Gower était devenu furieux et il avait attaqué le policier. Hurt déclara qu'au cours de cette bagarre, Ralph Gower s'était emparé de sa matraque. Par réflexe de policier, il avait sorti son arme. Après avoir fait feu à 2 reprises sur Gower, il avait été pris de panique et avait nettoyé la pièce. Finalement, il était sorti par le garage et il était retourné travailler. Cette histoire de légitime défense contre Ralph Gower ne parut guère plausible aux enquêteurs. Pour corroborer la déposition de l'agent, on réexamina les rapports de la scène du crime. Selon les analyses, les blessures à la poitrine de Gower démontraient qu'on avait fait feu sur lui à environ 60 cm au-dessus de lui, alors qu'il était étendu sur le sol, sans défense. Les enquêteurs se rendirent de nouveau à la maison de Gower. And let's see if there is any other evidence of any damage to the walls. Ils ratissèrent la scène du crime pour y trouver des marques de projectiles sur les murs. Si la victime avait été debout, comme Hurt l'avait déclaré, les projectiles lui auraient traversé le corps et se seraient fichés dans les murs. Mais il n'y en avait aucun. Tous les indices démontraient que l'agent Hurt se tenait au-dessus de sa victime quand il avait tiré. Malgré ces preuves convaincantes, les procureurs savaient d'expérience que les jurés sont souvent réticents à faire condamner les policiers. Les autorités de Fresno se tournèrent donc vers le FBI. On fit appel à l'expert en profil psychologique Mark Safrick. Cet agent spécial du service des sciences comportementales du FBI étudie les photos de scènes de crime et autres indices. À partir des informations recueillies, il dressa le scénario de la situation qui s'était développée ce soir-là entre la victime et son assaillant. Ses conclusions pour l'affaire Gower contredisaient la déposition de Paul Hurt selon laquelle il avait agi en état de légitime défense. Selon moi, on peut voir et du point de vue comportemental et du point de vue judiciaire que Gower n'était pas une menace pour Hurt. Rien n'indique qu'il avait les mains devant lui ou qu'il tentait d'éviter de recevoir un coup de feu éventuel. De fait, les blessures causées par les projectiles sont côte à côte, presque au niveau de son cœur. Cela me pousse à croire qu'il était vraisemblablement inconscient au moment où on lui a tiré dessus. Sur la base de ces preuves, la police croit que Paul Hurt s'est rendu chez Ralph Gower avec la seule intention de le tuer. Nancy Gower avait mis un terme à leur liaison et il désirait éliminer son rival. Les enquêteurs croient également que Hurt a frappé Gower avec sa matraque. Puis il l'a menotté à la patte d'une table. Il lui a ensuite tiré 2 balles dans la poitrine. Les enquêteurs en ont conclu que Paul Hurt a agi seul et que Nancy ne connaissait nullement ses intentions. Paul Hurt a été reconnu coupable de l'assassinat de Ralph Gower. Il a été condamné à 20 ans d'emprisonnement. Les meurtriers commettent leurs crimes pour diverses raisons.
Et lorsqu'ils sont motivés par de sombres sentiments, ils laissent sans le savoir des indices derrière eux. La criminalistique examine ces indices et en tire des preuves formelles pour résoudre ces crimes passionnels.